Il est 8h34, vous êtes sur Sud Radio, merci vraiment d'être avec nous. Nous recevons ce matin avec plaisir, vous réagissez tout à l'heure, 0826 300 300, sur tous les sujets d'actualité, vous savez que nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Nous recevons ce matin Bruno Retailleau, qui est sénateur LR de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat. Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Le Maroc... meurtri, des provinces dévastées, plus de 2800 morts, des dizaines de milliers de blessés. Le Maroc est un pays souverain, une puissance régionale. Pourquoi le Maroc demanderait-il notre aide officielle, l'aide officielle de la France ? Je pense que quand il y a un tel séisme, un tel drame, on attend aussi de ses voisins qu'ils vous aident. La Méditerranée nous sépare. Le problème est que les propositions d'aide du président de la République se sont vues finalement imposer une forme de silence comme réponse de la part du Maroc. Moi, j'espère que la France pourra aider. Voyez, j'espère vraiment que. Il y a des ONG, il y a des secours français bien sûr, sur place. Mais pour l'instant, ils sont sur place. Pas d'aide officielle, pas de demande d'aide de la part du Maroc. Il y a deux choses. Je pense que il faut pas, ces pays qui vivent un drame ne peuvent pas se faire submerger par l'aide parce qu'à ce moment-là, c'est le bazar et je pense que c'est contre-productif. En revanche, il y a là comme un signe. Le signe, je l'ai dit hier parce que ça me blesse comme Français, parce que je peux pas me déterminer à voir mon pays reculer, notamment en Afrique. C'est le signe. Ce silence opposé à la proposition d'aide de la France, c'est finalement le signe de l'échec de la politique africaine d'Emmanuel Macron. Malheureusement, au Maghreb, mais aussi en Afrique occidentale. France est honnie aujourd'hui en Afrique, souvent, pas partout, mais souvent, chassée du continent africain. C'est quoi? C'est l'ancien colonisateur qui est honni? Alors je pense qu'il faut faire attention, il faut séparer les choses. Je pense que dans le cadre du Maroc, cette relation compliquée, elle est d'État à État. Je n'ai pas vu du tout de manifestation anti-française au Maroc. Quand on connaît le Maroc, on sait qu'il y a quelque chose qui nous rapproche. Bon, il y a beaucoup d'ailleurs de Français qui sont d'origine marocaine, qui sont aussi en France. Mais vous avez raison. On a bien vu qu'il y a une forme de haine anti-française. Cette haine anti-française, elle a été attisée par la Russie, par Wagner. Mais Wagner n'a fait que l'attiser. Elle préexistait. Sans doute, il y a un passé colonial. Mais il y a aussi une forme... Je suis allé l'autre jour, il y a quelques mois, en Côte d'Ivoire pour essayer de comprendre ce qui se passait, notamment dans ces pays. Et on l'a vu avec la série de putsch, on l'a vu au Mali. Ce qui est incroyable, c'est qu'une soixantaine de jeunes Français sont morts au Mali pour préserver la population malienne du djihadisme. Et pour autant, il y a cette haine qui s'est exprimée et qui a contaminé le Burkina Faso, le Niger, etc., etc. Je pense qu'il y a sans doute cet effet, vous dites vous-même, de la colonisation. Mais quand je me rends en Afrique, souvent, on me dit pas ça. On me dit qu'ils attendent une France qui ne soit pas repentante, voyez. Ils attendent une France qui soit forte. Et dans la culture africaine... qui assume. Le temps de la colonisation. Mais qui assume, parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Et donc, je pense que, à l'origine, ce qu'Emmanuel Macron n'a pas compris, c'est que, en réalité, se promener dans ces pays, en faisant repentance, perpétuellement repentance, finalement on attise la haine de soi, attise le mépris des autres. Et il n'a pas compris non plus dans la politique africaine que, en s'appuyant notamment avec le sommet Afrique-France, avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique, beaucoup sur la bourgeoisie africaine, de la diaspora, qui est assez éloignée de ces pays, contre les dirigeants. En réalité, il a introduit une sorte de suspicion et aujourd'hui une France qui est plus faible. On le voit sur le plan économique. L'Europe, notre voix pèse beaucoup moins parce qu'on a un endettement pharaonique, parce qu'on sera un des derniers pays à atteindre les objectifs de Maastricht des 3%. Cette France qui s'affaiblit, elle s'affaiblit dans l'intention parce qu'il y a la repentance, elle s'affaiblit aussi dans sa position économique, elle s'affaiblit aussi par la voie diplomatique. Et Emmanuel Macron ne l'a pas compris, malheureusement. Bien. Savez-vous quand le projet de loi immigration du gouvernement sera soumis au vote au Sénat? On parle de novembre. On parle du 6 novembre. On parle du 6 novembre. Ce sera confirmé lors de la prochaine conférence. Donc le 6 novembre, vote au Sénat. Vote, début de l'examen. Début de l'examen. Et puis vote au Sénat. N'allons pas trop vite quand même. Début de l'examen, puis vote. Puis vote au Sénat. Parce que ça commencera au Sénat. Si le gouvernement retire la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers à tension, est-ce que vous voterez ce texte?
Alors, c'est un préalable. Vous avez raison de le dire, on en a toujours fait une ligne rouge. C'est pour ça que je vous pose la question. L'article 3, s'il y a cet article 3, ce sera non. L'article 4, c'est la même chose. On en parle beaucoup moins, mais l'article 4, ça concerne les demandeurs d'asile qui pourraient travailler... Rétablir le droit au travail pour les demandeurs d'asile. Voilà. Aujourd'hui, ils ont ce droit au travail après 6 mois. On pense que c'est dangereux parce que c'est créer un second guichet, c'est-à-dire qu'évidemment, tout le monde demandera du droit d'asile. Ils seront refusés au premier guichet de la demande du droit d'asile et donc ils auront un guichet de rattrapage. Donc ce sera une nouvelle pompe aspirante. En revanche, nous ne nous limitons pas à ces sujets-là. Nous voulons enfin, je vais vous dire, il n'y a pas une seule, un seul phénomène qui ait autant bousculé la société française que l'immigration depuis 50 ans. Donc on ne peut plus, si j'ose dire, faire semblant tricher avec les Français. On en est une 22 lois en un peu plus de 20 ans. Donc il faut une rupture. Cette rupture, c'est bien sûr ne pas créer de pompe aspirante. L'article 3, métier en tension, c'est aussi transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, comme font tous les pays européens, Jean-Jacques Bourdin. C'est aussi rétablir... Oui, les cas urgents seront toujours soignés. Évidemment, on ne laisse pas mourir quelqu'un dans la rue, évidemment. Simplement, aujourd'hui, l'aide médicale d'État est une sorte de sécurité sociale pour les clandestins. Et nous, si on leur donne cette sécurité sociale, c'est parce qu'on se dit qu'ils vont rester ad vitam aeternam. Donc on transforme l'AME. On transforme l'AME, on rétablit le délit pour le séjour illégal. On dépose par exemple les demandes de droit d'asile, etc. En dehors du territoire. Exactement. Donc ce sont tous ces marqueurs qui doivent être... Tout ce que vous demandez. Bien sûr. Vous souhaitez que ces marqueurs soient contenus dans la loi. L'article 3, vous dites non, nous ne voterons pas le projet de loi si l'article 3 et l'article 4 sont inscrits dans le projet. C'est clair. Motion de censure. Alors, c'est pas le Sénat. Le Sénat n'a pas ce pouvoir-là. Donc, je suis très respectueux. Mais oui, je pense qu'on n'a pas le droit d'écarter la motion de censure si le gouvernement triche avec les Français. Aurélien Pradié dit « N'ayons pas peur de faire tomber le gouvernement ». Vous avez peur de faire tomber le gouvernement, Bruno Retailleau ? Moi, je n'ai pas peur de faire tomber ce gouvernement. Je pense qu'encore une fois, la question migratoire, elle est fondamentale. Regardez en Europe. Mais même en France, la question migratoire, si vous ne la traitez pas, vous avez une insurrection dans les urnes, une insurrection électorale. Regardez à Mayotte, Jean-Marie Le Pen, au second tour, il fait en 2002 contre Jacques Chirac, il fait moins de 12%. Sa fille, 20 ans après, elle fait 59%. Eh bien, moi, je veux retirer cet argument aux démagogues. Donc, censure, s'il y a motion de censure, il y aura 49-3. Ça vous choquerait que le 49.3 soit employé ? Depuis le départ, je pense que ce texte n'a pas de majorité. Depuis le départ, aujourd'hui, vous dites, ce texte, c'est-à-dire que le LR ne viendront pas au secours de la majorité. Mais c'est pire que cela. Vous savez, il y a un an, Gérald Darmanin m'appelle. Il me dit, Bruno, nous allons déposer en première lecture un texte sur la migration. Il sera en première lecture examiné au Sénat. Ça fait un an. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de tergiversations ? Parce que c'est pas tellement LR. Et on le voit avec la tribune parue dans Libération ce matin. On voit bien que c'est la majorité. La majorité elle-même est dévisée contre elle-même. Et donc, ce texte-là, il y a toutes les chances qu'il n'ait pas de majorité. Et je pense que, du coup, le gouvernement sera contraint à un 49.3 pour le faire passer. Assumons d'être dans l'opposition, c'est ce que dit Aurélien Pradié. Il faut l'assumer. De la même manière. Ce rappel à l'ordre, comment le prenez-vous d'ailleurs, ce rappel à l'ordre de Pradié ? Moi, je ne le prends pas comme un rappel à l'ordre, parce que d'abord, je suis sénateur. Oui, mais enfin, vous êtes dans le même parti. Est fondamental. Ce que je veux dire aux Français aujourd'hui, c'est que, pour expliquer rapidement, au moment où je vous parle, il y a 350 000 emplois qui sont vacants. 350 000 emplois en France qui sont vacants. Mais en face, vous avez 1,5 million d'immigrés qui sont au chômage. Donc vous voyez bien que ça n'est pas la solution de faire venir encore plus d'immigrés en France. Que faites-vous de ces travailleurs qui n'ont pas de papier et qui travaillent aujourd'hui dans des entreprises, dans des commerces, vous le savez. Vous êtes interrogé même, vous êtes interrogé sans cesse par les chefs d'entreprise qui vous disent mais qu'allez-vous faire pour nous ? Alors, on les expulse ou pas ? C'est du travail si on ne les naturalise pas, est-ce qu'on les expulse ? Je pense qu'en tout cas, nous, en France... Ces gens qui travaillent depuis 2-3 ans, est-ce qu'ils doivent être expulsés ? Je pense qu'en tout cas,
un travailleur clandestin ou quelqu'un qui est en situation irrégulière en France n'a pas vocation à rester en France. Donc il est expulsé. On peut le faire de façon humaine. Celui qui travaille dans un restaurant ou dans les travaux publics depuis 2 ans, qui a titre de séjour après titre de séjour, doit être expulsé. Non, mais ils n'ont pas naturalisé. Jean-Jacques Bourdin, s'ils ont un titre de séjour, c'est qu'ils sont en conditions légales, régulières. Il faut les renouveler, ces Bien titres sûr, de séjour. ça c'est différent. Ça, il peut toujours y avoir. Et la préfecture, le pouvoir du préfet peut régulariser quand ils sont parfaitement intégrés. Ça, donc, comme vous le dites vous-même, une certaine régularisation. ils ont un titre. Mais non, s'ils bénéficient d'un titre de séjour, comme vous venez de le dire, alors leur situation est légale. Mais ils peuvent être naturalisés s'ils sont là depuis plusieurs années. Il y a la question de la naturalisation. Je pense qu'on a en France le régime le plus laxiste de naturalisation. Il faut vraiment que la langue, la culture, l'histoire soient impérativement... Et le travail ? Et le travail aussi, bien sûr, c'est une voie de l'inclusion. Ce que je veux dire pour terminer, c'est qu'aujourd'hui, on a un échec de l'assimilation, de l'intégration. Ça n'est pas en accueillant toujours plus d'immigrés, plus de 500 000 avec l'immigration irrégulière, c'est sans doute plus d'1 demi-million par an. C'est quand même une submersion. Donc on bloque la machine à intégrer parce qu'on n'a plus les capacités notamment d'accueil, d'hébergement. Les Français eux-mêmes ont des problèmes d'hébergement. Référendum. Emmanuel Macron va faire une proposition dans la semaine qui vient. Vous réclamez un référendum sur l'immigration. Donc révision de la Constitution, réunion du Parlement, évidemment, l'Assemblée nationale et le Sénat. Quelles questions poseriez-vous ? Alors moi, je suis depuis longtemps favorable au référendum pour l'immigration pour 2 raisons. Oui. La première, je vous le disais, il n'y a pas un phénomène qui ait autant, depuis 50 ans, bouleversé la société française sans qu'on ait demandé l'avis aux Français. Moi, je suis pour que ce soit les Français qui traitent ces questions, plutôt que cette question, on la laisse aux partis démagogiques. Première chose. Deuxième chose, je pense... Ou à l'Assemblée nationale. Je pense que, pour ma part, il faut opposer à des jurisprudences du Conseil constitutionnel la voix du peuple. Je pense que c'est au peuple qu'il appartient de faire la loi. Quelles questions poseriez-vous ? Il y a 2 questions. Il faut d'abord réviser la Constitution. Aujourd'hui, l'article 11, on est d'accord, l'interdit. Donc il faut faire rentrer dans le champ de l'article 11 la possibilité de consulter le peuple français sur l'immigration. Moi, je poserai une dizaine de questions. Assez Plusieurs détaillées. Questions dans un même référendum. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je veux que ce référendum s'impose aux jurisprudences, c'est-à-dire aux droits que créent des cours suprêmes qui n'ont pas été élus. Et donc, je poserai la question, voulez-vous, par exemple, rétablir le délit pour séjour illégal ? Voulez-vous que les demandes, notamment pour les réfugiés, enfin pour ceux qui prétendent avoir le statut de réfugié, les demandes d'asile, soient déposées à l'étranger ou aux frontières, etc. Je déposerai un certain nombre de questions, une dizaine de questions, pour que, une fois tranchées, vox populi, vox dei, c'est-à-dire qu'elles s'imposent à tous, aux parlementaires comme aux juges constitutionnels. Le pouvoir d'achat des Français, sujet majeur en cette rentrée. Bruno Retailleau, vous le savez, le carburant va encore augmenter, il est déjà très haut. L'État doit-il proposer de nouvelles ristournes ? Je suis très partagé. Je suis très Mais partagé. les LR sont très partagés aussi. Je suis très partagé parce que, alors, Total vient, il y a quelques heures, de dire que... D'accepter, il limiterait, de garder, voilà. Exactement. De limiter à 1,99 €. Voilà, exactement. Le prix du litre. Il y aura une sorte de plafond. Oui. Moi, ce que je pense que l'on peut faire, c'est qu'il y a un mécanisme qui est très compliqué sur la fiscalité, sur l'essence, sur le diesel, mais qu'au moins on restitue, que l'État restitue aux Français ce qu'ils gagnent par la seule fait de l'élévation du prix du gazole. Et tout simplement parce qu'on sait parfaitement qu'il y a un mécanisme où plus le prix de l'essence et du gazole augmente et plus l'État va gagner en taxes. Je pense qu'il faut limiter cette progression. Maintenant, il n'y aura pas de miracle. Je préfère le dire. À un moment donné, quand on a donc pas de 10 centimes... Pas de ristourne. Xavier Bertrand réclame une ristourne de 15 à 20 centimes. Mauvaise solution. Je pense que... Mauvaise idée. C'est cette idée de restituer aux Français ce que l'État va gagner sur leur dos. Voilà. Ouais. J'ai demandé d'ailleurs à la Commission des Finances, nous sommes en train d'essayer... Vous n'êtes pas d'accord avec la ristourne de 15... Vous n'êtes pas d'accord de 15 à 20 centimes. Systématiquement, non. Pas systématiquement. Je veux créer un mécanisme qu'on est en train d'étudier. On l'étudiera pour le PLF, pour le budget qu'on examine au Sénat, deuxième quinzaine de novembre. Bien, le RN propose, lui, de ramener la TVA de 20 à 5,5 sur les produits pétroliers. Non. Non, mais attendez...
Je vais vous dire, tout simplement parce qu'on va mettre l'État... Parce que l'État a besoin d'argent. Parce que l'État est en quasi-faillite. On est sur la voie de la banqueroute, Jean-Jacques Bourdin. Bien sûr que je dis non. Parce que quand il y aura une banqueroute, on est à 3 000 milliards de dettes. Quand les agents de notation dégraderont la note française, alors les marchés financiers nous feront payer. Et au bout du compte, ceux qui payent, c'est pas les riches. Comme l'a montré la Grèce, comme l'a montré le Portugal, c'est les plus petits, les plus modestes. Et ça, le Front National, le Rassemblement National, moi j'ai été étonné. J'ai lu l'interview de M. Bardella. Il parle de puissance française. Mais la puissance, c'est la souveraineté économique financière. Comment peut-il y avoir de puissance avec un pays affaibli? Ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est d'avoir tant affaibli économiquement la France. On est le pays désormais le plus mal géré d'Europe. Eh bien, un pays qui ne tient pas ses comptes est un pays qui ne tient pas son rang. On ne peut pas vouloir la France du général de Gaulle avec le programme de François Mitterrand et même d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais Bruno Retailleau, le budget va venir en discussion. Là aussi, je vais vous en parler, mais auparavant, dans quelques semaines. Sur le budget, il y a des économies à faire sur les niches fiscales. On est bien d'accord. Oui. Hein? Mais j'en connais une, tiens. À propos du carburant, est-ce qu'il faut rogner ou supprimer les niches fiscales qui ont un impact négatif sur les émissions de CO2 ? Je pense au gazole des poids lourds. Gazole des poids lourds, en partie défiscalisé. On n'y touche pas, dit le gouvernement. Vous êtes d'accord avec le gouvernement ? Je pense que toutes ces taxes et ces niches ont vocation à disparaître progressivement. Je vais prendre un exemple, pas les poids lourds, mais les agriculteurs, par exemple. Il y a un accord pour que, dans le temps, à hauteur de quelques centimes... Il y a une rencontre, d'ailleurs, avec la FNSEA la semaine prochaine, du gouvernement avec la FNSEA. Ça ne peut se faire qu'à deux conditions. Un, ça doit être progressif, parce que sinon, on a déjà, vous savez, la part du transport français, le pavillon français, dans le transport en France, c'est 15%. Parce qu'ils ont un problème de compétitivité par rapport à d'autres. Vous voulez rogner leur avantage ? Je dis deux choses. La première condition... Vous voulez supprimer cet avantage, cette défiscalisation du carburant ? Je vous dis qu'on ne peut le faire comme pour les agriculteurs, de façon très douce et dans le temps. Très douce et dans le temps. Mais il faut le faire. Deuxième chose, il faut le faire à la condition qu'il y ait aussi une solution. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de camion électrique. Il n'y a pas de camion électrique. Et il n'y a pas encore de camion hydrogène. Donc, pour l'instant, on attend. Donc, pour l'instant, on ne peut pas se précipiter. Pour l'instant, on le fait pas. Parce que la deuxième condition, n'est pas réunie. Même si l'État a besoin d'argent, même s'il faut être rigoureux sur les finances publiques. Mais l'État a besoin d'argent. Mais attendez, Jean-Jacques Bourdin. Arrêtons. Cette idée que l'État doit avoir de l'argent, mais qu'il doit se procurer de l'argent sur le dos des Français, c'est non. On est le pays le plus fiscalisé. Alors, on se procure de l'argent où ? Les économies. Voilà. On fait ce qu'ont fait les autres pays européens. Une niche fiscale qu'on supprime. C'est autre chose. C'est une augmentation d'impôts. Moi, ce que je veux, c'est des baisses de la dépense. L'an dernier, je le dis à Bruno Le Maire, il l'avait oublié, puisqu'il dit, mais LR n'est pas responsable. Nous avions proposé plus de 5 milliards. Je suis désolé. Dans le budget, le PLF 2023, nous avions proposé plus de 5 milliards d'euros d'économies. Ils n'en ont pas voulu. On avait par exemple proposé sur le bonus-malus, vous voyez, qu'on fasse 500 millions d'économies pour ne pas subventionner les voitures chinoises électriques. Ce que font d'ailleurs maintenant les Américains, puisque dans l'IRA, ils considèrent qu'ils ne peuvent subventionner désormais que les voitures fabriquées ou assemblées aux États-Unis. On voulait faire la même chose. 1 demi-milliard d'économies, ils y sont venus, mais qu'après. Vous voterez le budget ? Non, on n'a pas vocation à voter le budget pour deux raisons. Vous ne voterez pas le budget ? Pour deux raisons. D'abord... 49.3 donc. Cela dit, le gouvernement, sur le budget, peut passer tous les 49.3 qu'il veut. On est d'accord. Le vote d'un budget, c'est d'abord un vote politique. Ça n'est pas un vote technique, c'est le marqueur de l'appartenance à une majorité. Vous me posiez la question tout à l'heure, est-ce que vous êtes macroniste ? Non, nous ne sommes pas macronistes, nous sommes dans l'opposition. Une opposition constructive. J'ai soutenu la réforme des retraites. Elle était impopulaire, je suis dans l'opposition, donc il faut vraiment avoir foi en l'intérêt général. Bon, première chose. Donc, ça n'est pas une opposition pavlovienne. Deuxième chose, ce qu'on appelle le tiré à part, c'est-à-dire un petit peu le brouillon que le gouvernement transmet au Parlement au mois de juillet. On l'a eu, il n'y avait que 4,2 milliards d'économies. Et d'un côté, et ces 4,2 milliards d'économies, en face, il y avait pourtant 20 milliards de dispositifs, par exemple comme le bouclier tarifaire énergie qui s'arrêtait, par exemple comme 3 milliards du plan de relance Covid qui s'arrêtait. Donc,
vous rendez compte? Il y a 20 milliards qui étaient des dépenses exceptionnelles, qui donc devaient s'arrêter. Mais ces 20 milliards, au bout du compte, ça ne donne que 4,2 milliards d'économies. Pourquoi? Parce que la plupart des ministères voient leur budget augmenter. C'est-à-dire que la dépense publique ordinaire va augmenter. C'est la raison profonde pour laquelle nous ne pouvons pas voter un budget si il n'y a pas des économies qui nous permettent de retrouver notre souveraineté financière et budgétaire. Je voudrais terminer avec le Puy du Fou. Vous étiez cavalier à 17 ans. Vous avez fait partie de ceux qui ont créé ce parc d'attractions aujourd'hui qui connaît un énorme succès. Vous avez vu Complément d'enquête, l'émission sur... Je l'ai regardé. Et alors sûr. Jean-Jacques Bourdin, vous le savez... Vous êtes fâché avec Philippe de Villiers, que les choses soient très claires. Oui, bien sûr. Le Puy du Fou, oui. C'est un peu mon jardin secret. Et je me suis interdit toute déclaration depuis que je l'ai quitté. Ou plutôt depuis qu'on me l'a fait quitter. Le Puy du Fou, ce que j'en garde, c'est ces souvenirs vraiment exaltants d'un jeune cavalier. Je l'étais. J'étais casse-cou. J'étais à l'hôpital parce que lancer des chevaux dans la nuit avec des feux d'artifice, avec plein de choses, c'était dangereux. Mais voilà, on était jeunes. Et ces moments où j'ai été cavalier, ces moments où pendant pratiquement 25 ans, j'étais metteur en scène, j'étais totalement bénévole. Je ne faisais même pas payer en scène, un kilomètre. Vous étiez bénévole, totalement. J'étais totalement bénévole. Je ne faisais même pas payer mes frais kilométriques. J'y passais mon temps. Il y avait cet esprit d'association, cet esprit de bénévolat extraordinaire. Mais extraordinaire. Perdu. Au service. Perdu. C'est ce que montre dans tous les cas l'enquête. En tout cas, je vais vous dire une seule chose seulement. Pour beaucoup de mes amis que j'ai laissés au Puy du Fou, qui sont des bénévoles, ils ne méritent pas le traitement que cette émission leur a fait. Ils ne sont pas des poivreaux. Ils ne viennent pas parce qu'ils veulent boire un coup. Ils viennent parce que la Vendée, cette histoire-là, méconnue de l'histoire de France, nous l'avons payée très très cher. Eh bien, c'est quelque chose qui nous appartient. Est-ce que la famille de Villiers s'est accaparée le Puy du Fou? Je ne vous répondrai pas. Jean-Jacques Bourdin. Mais vous le pensez ou pas? Je ne vous répondrai pas. Ce que je veux garder du Vous Puy ne direz du Fou, pas non. C'est ces moments de bonheur ni non, ni au service d'une histoire qui est celle de la Vendée, mais qui est celle aussi de notre pays. Pourquoi vous êtes-vous fâché d'ailleurs, Philippe de Villiers? Vous êtes un journaliste hors pair. Je vois votre œil pétiller. Mais non, moi j'aime savoir la vérité. J'aime savoir la vérité. Mais écoutez, je considère. Elle est intime. Elle est intime. Et elle m'appartient. C'est mon jardin. Je respecte. Et encore une fois, j'ai passé des moments extraordinaires. Est-ce que vous déplorez, alors je ne vous parle pas de la famille de Villiers, est-ce que vous déplorez l'évolution? On est passé d'un monde associatif de bénévoles à un monde assez lucratif où l'argent a pris beaucoup de place. Vous le déplorez, vous le regrettez? Vous pouvez faire mille et une tentations, changer de ton, changer les mots pour poser la même question. Je ne vous répondrai pas. C'est une ligne sur laquelle je me suis tenu depuis près de 15 ans. Vous y êtes retourné? Mais je n'y suis pas retourné, notamment à la Ciné-Scénique et le spectacle du soir. J'invite les Français à mieux connaître leur histoire. Vous n'irez plus jamais? Écoutez, voilà, tout ça m'appartient. Et tout ça m'appartient. Ça a été des moments de souffrance pour moi. Mais vous voyez, d'abord, j'ai aucune vertu de ce point de vue-là, mais ma mémoire ne sélectionne que les bons moments, vous voyez. Donc ça me protège. Et je ne suis pas quelqu'un qui est animé par le ressentiment. Pas du tout. Je pense et je tiens à ce que cette histoire de France avec la Vendée soit mieux connue, parce qu'il s'est passé, non pas avec 89, la Révolution, vous savez, les cahiers de doléances des Vendéens, c'était le même que les cahiers de doléances que les Français. Sauf qu'il y a eu la terreur. Robespierre. Quand je vois des hommes politiques aujourd'hui qui vénèrent Robespierre, Robespierre n'est pas un héros, c'est un bourreau. Et d'ailleurs, la terreur l'a dévoré lui-même. L'histoire l'a montré. Bien sûr, et la terreur a dévoré ses enfants. Alors tiens, dernière question qui sera très politique. Là, vous allez me répondre. Laurent Wauquiez est votre candidat pour 2027? Peut-être qu'il le sera. C'est celui d'Éric Ciotti. Peut-être qu'il le sera, qu'il le sera, mais il ne vous a pas échappé qu'il y a un an, je me présentais avec Éric Ciotti, avec Aurélien Pradier, et j'avais une ligne en disant on ne parle pas des présidentielles avant les européennes. On se reconstitue d'abord. On ne se jette pas dans la bataille des égos. Alors François-Xavier Bellamy, votre ami, sera tête de liste. C'est ce que je souhaite. Je pense qu'il est le candidat naturel. Il a fait un travail fantastique. Il a défendu les intérêts de la France à Bruxelles. Et je pense qu'il faut être persévérant. Moi, je lui accorde toute ma confiance. Merci d'être venu nous voir ce matin, Bruno Retailleau. Merci. Il est 8h58. Vous êtes sur Sud Radio.